Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. 18h31 sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix. Le quoi qu'il en coûte, c'est bel et bien fini. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire devant des patrons. Le gouvernement qui va donc arrêter de soutenir les différents secteurs de l'économie. À la place, ce sera du sur-mesure. Le gouvernement va soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Certains trouvent que les aides s'arrêtent trop tôt d'ailleurs, comme les restaurateurs par exemple. Certains commerçants pour qui la fin du quoi qu'il en coûte laisse un goût amer. La fin du quoi qu'il en coûte va-t-il laisser la place à une plus grosse contestation sociale? 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant. Le quoi qu'il en coûte était-il une erreur selon vous? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube pour voter. C'est le grand débat des vraies voix. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Qu'est-ce que je vais devenir? Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La crise sanitaire que nous traversons est une forme de parenthèse. Et lorsqu'elle se refermera, la parenthèse du quoi qu'il en coûte se refermera aussi. Allez, on ferme la boutique. Sud Radio, les vraies voix. Ah bah oui, tout a une fin. La fin du quoi qu'il en coûte, le grand débat avec Aurore Boyard, Ala Okili, Benjamin Hamar, et notre invitée Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP. L'IFRAP, c'est la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. On va donner la parole dans quelques instants à Agnès Verdier-Molinier. Vous nous appelez évidemment au 0826 300 300 pour réagir. Tiens, Aurore Boyard, je vais commencer avec vous. Ce quoi qu'il en coûte. Alors, je vous l'ai dit, beaucoup de restaurateurs. Il y a deux camps. Il y a les restaurateurs pour qui malheureusement c'est une perte la fin du quoi qu'il en coûte, et puis il y en a d'autres qui disent de toute façon on reprend le travail, il fallait bien qu'un jour ça s'arrête. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Aurore Boyard? Est-ce qu'il fallait pas un petit peu continuer encore quelques semaines? En tout cas le variant Delta qui est là, la crise sanitaire n'est pas du tout derrière nous, Aurore Boyard. Alors, moi, déjà, je pense que les Français se sont quand même adaptés au Covid. Ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on vit avec le Covid et je pense que les gens savent qu'il est là, on le répète tout le temps, et qu'il y a une certaine adaptation. Et il y a des restaurateurs que je connais très bien et qui m'ont dit qu'eux, ils trouvaient que les aides de l'État avaient été largement suffisantes et ils reprennent aujourd'hui le travail de manière normale. Je vois des restaurants qui sont pleins à craquer et qui me disent que c'est normal que ça s'arrête. Moi, je pense qu'on aurait dû faire du sur-mesure dès le départ. Il y a des activités qui ont été totalement arrêtées. Pour ces activités-là, effectivement, il fallait des aides. Il y a des activités qui ont continué. Et puis, je pense qu'on ne le dit pas assez. Il y a aussi des domaines d'activité, des gens qui se sont adaptés. Il y a des métiers qui ont disparu. Il y en a d'autres qui se sont créés. La France, finalement, a mis du temps, mais s'est adaptée. Et c'est normal d'ailleurs, l'humain s'adapte toujours. Donc moi, j'étais toujours partisane du sur-mesure, de vérifier les activités qui ne pouvaient pas du tout travailler, de celles qui pouvaient continuer à travailler, de celles qui ont profité du Covid. Tout ce qui est vente à emporter, par exemple, on ne le dit pas assez, ont énormément vendu lorsque les restaurateurs étaient fermés. Il y a des restaurants qui ont continué, qui ont fait à emporter. Et tout ce qui est restauration rapide a pu fonctionner. Alors, je pense qu'Agnès Verdier-Molinier est d'accord avec vous, Aurore Boyard, directrice de la fondation IFRAP. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir, écoutez, bonsoir à ce qui vous. est clair, c'est qu'on aurait pu effectivement sauver beaucoup plus de notre croissance 2020. Je pense au mois de mars et avril et début mai 2020, quand on a énormément confiné, on aurait pu suivre ce qu'ont fait les pays plus du nord de l'Europe et notamment l'Allemagne, qui ont télétravaillé pour ceux qui pouvaient télétravailler et qui ont continué à maintenir beaucoup plus les chaînes de production, notamment dans l'industrie. Et c'est vrai que dans les mêmes entreprises qui étaient implantées à la fois en France et en Allemagne, on voyait très bien sur des entreprises, des grosses PME, elles tournaient à 100% en Allemagne et avec les mêmes risques sanitaires. Et de l'autre côté, en France, elles étaient à 20%. Ça, c'est très ennuyeux parce que finalement, on a une récession 2020 beaucoup plus importante. Alors, même si on a 6% de croissance en 2021, eh bien, on part de beaucoup plus bas par rapport à la richesse nationale qu'on avait antérieurement. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de rebondir que nos voisins allemands qui ne se sont pas dit comme nous, on s'est dit visiblement, en quelques semaines, le virus sera éradiqué, on n'aura plus de problème et donc on doit arrêter complètement l'économie. Eh bien non, ça ne s'est pas du tout révélé exact et donc on a
vraiment trop dépensé en premier confinement. D'accord, c'est-à-dire que selon vous, on n'aurait pas dû fermer tous les restaurants, tous les commerces, on aurait dû plus s'adapter. C'est ce que vous dites, Agnès Verdier-Molinier? On aurait dû être beaucoup plus dans une idée d'avoir évidemment des contraintes sanitaires, Oui. mais en même temps avoir le plus possible d'entreprises qui restent ouvertes. Oui. Parce que plus vous fermez d'entreprises, plus vous êtes obligé de les aider. subventionner, Ouais. de faire des fonds de solidarité, de faire du chômage partiel. Et donc, plus vous entamez la croissance, donc plus finalement derrière vous créez aussi potentiellement de la dette, évidemment, hein, parce que tout ça s'est financé par quoi? Par la dette. Et il faut quand même avoir en considération le fait qu'on partait déjà de la plus haute dépense publique de tous les pays comparables. Et donc, on a augmenté ça de 6,7 points, alors que les Allemands, ils partaient de plus bas, et qu'en plus, ils ont moins augmenté la dépense. Donc, ça nous crée des handicaps, et la France décroche encore plus en ayant pris ces décisions, qui sont en fait des décisions d'un confinement hyper strict sur le premier confinement. Après, c'est beaucoup moins vrai sur le mois de novembre, sur le mois d'avril 2021. Les décisions qui ont été prises, on voit que le gouvernement s'est rendu compte qu'il était allé beaucoup trop loin sur le premier confinement, mais c'était déjà trop tard. On avait déjà dilapidé des milliards. Alors, Benjamin Hamar, est-ce qu'on avait vraiment le choix lors du premier confinement est-ce qu'on avait le choix? Est-ce qu'on aurait pu, comme le dit Aurore Boyard, l'a dit Agnès Verdier-Molinier, s'adapter, ne pas fermer tous les restaurants, tous les commerces? Alors, l'idée, il n'y avait pas de masque à l'époque, on le rappelle. Ouais. L'idée d'Aurore, notamment de faire un peu plus du sur-mesure selon les secteurs, ça, moi, personnellement, je suis d'accord avec ça. Mais nous, on a dit autre chose à la CGT. Ce qu'on a dit, c'est que le problème de la manière dont ces aides ont été distribuées, de la manière dont le plan de relance a été effectivement... Parce qu'au-delà des aides, il y a eu ensuite derrière quand même un plan de relance. Un plan de relance de plus de 100 milliards, etc. Ce que nous avons dit, nous, à la CGT à ce moment-là, c'est que, encore une fois, plusieurs remarques. D'abord, la conditionnalité des aides. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Et là, monsieur le maire a fait un numéro, effectivement, de sinuosité, jouant sur les mots, non, il fallait pas de contrepartie, etc. Et donc, il n'y a pas eu de conditionnalité d'aide. Donc ça, nous, on le regrette. On a aussi dénoncé des contrôles insuffisants, puisque même à la fin de la première vague, on chiffrait déjà un taux, effectivement, de fraude extrêmement important, et le gouvernement est bien plus prompt à faire la traque aux chômeurs qu'à faire, effectivement, la traque à la fraude concernant ces aides-là. Et puis, il y a un autre problème, et là, je suis très content d'avoir Madame Verdier-Molinier, avec qui je débat régulièrement là-dessus, c'est que les libéraux nous disent depuis un certain temps qu'il n'y a pas d'argent magique. À chaque fois qu'on venait effectivement poser cette question de l'investissement public, de l'argent, c'était la fameuse phrase de Monsieur Fillon, les caisses sont vides. Eh ben c'est étonnant, visiblement il y a Garcimore ou David Copperfield qui était dans le coin, il a raison, et là l'argent est arrivé. L'argent est arrivé. Et donc par contre, juste une chose qui est importante, par contre on va être très clair. Nous à la CGT, on va être extrêmement vigilants, parce qu'arrive là maintenant l'heure des comptes. Et Monsieur Roux de Bézieux et Monsieur le maire aux universités du MEDEF ont commencé à chanter l'idée du faut passer à la caisse. Alors vous savez, au resto, c'est pas celui qui a pas bouffé qui paye. Donc c'est clair et net. Si derrière l'idée c'est d'arriver avec des idées d'allongement du temps de travail, ils vont nous trouver sur le chemin. C'est clair et c'est net. Les 100 milliards, on sait où est-ce qu'ils sont arrivés, on sait qui en a bénéficié directement. Et donc sur cette idée du remboursement, si certains s'imaginent qu'ils vont pouvoir essayer d'arriver avec un certain nombre d'idées dégueulasses pour soi-disant passer à la caisse, il faut savoir qu'ils vont nous trouver sur le chemin. À la Okili, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'argent que ces derniers mois. Du coup, on a su trouver l'argent. Ça, c'est sûr. Comme il n'y a jamais eu autant de logements. Mais on va devoir le payer. On va devoir le payer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a jamais eu autant de logements non plus. Oui, on va devoir le payer. Je voudrais rappeler quand même que la France a payé 400 milliards juste pour le Covid, et que ça fait monter la dette de la France à 2700 milliards. Et que la France fait partie des pays qui auront le plus de mal à rembourser cette dette, c'est-à-dire 67 ans contre 21 pour l'Italie et seulement 7 pour l'Allemagne. Ça fait très très mal. Moi, ce qui me fait également mal, c'est que j'ai constaté quand même qu'il y a quelques restaurants qui ont décidé de rester fermés à cause du quoi qu'il en coûte, malgré l'allègement des restrictions sanitaires. Et j'en ai même vu certains de très prestigieux, que je ne vais pas citer à l'antenne, qui se sont carrément permis non seulement de ne pas ouvrir tout de suite après dès le mois de mai, fin mai, mais carrément de se faire une petite beauté,
une nouvelle toilette. Ah bah ça y en a eu. De totalement des se entreprises rénover. qui en ont Et là, profité. on se dit, entre les restaurateurs et les entreprises qui ont été aidées et qui vont avoir du mal à rembourser ce fameux prêt garanti par l'État, le PJE, et les entreprises qui se permettent carrément de ne pas ouvrir parce que bon, ce sont des enseignes prestigieuses et donc elles ont eu une compensation égale à leurs anciens chiffres d'affaires et elles en ont profité pour se faire une beauté. Ça me laisse un peu... Il y a eu aussi des entreprises qui étaient en chômage partiel et qui demandaient à leurs salariés de télétravail. Et moi, personnellement, j'en connais. Il y a eu des abus, Agnès Verdier-Molinier, c'est clair. Écoutez, le discours du gouvernement, ça a été de dire on est dans le no limit et les vannes sont ouvertes. Oui. Pourquoi ne pas en profiter? Non, mais ça allait trop loin. La difficulté, c'est que nous, on a toujours dit à la Fondation IFRAP, dès qu'on dépense 1 euro d'argent public, et d'autant plus quand il n'existe pas, c'est-à-dire que c'est 1 euro emprunté, il faut savoir si c'est nécessaire ou pas. Et je pense que d'autres voisins européens ont été beaucoup plus clairs. Ils n'ont pas dit c'est le quoi qu'il en coûte, ils ont dit nous, on fait le maximum au niveau sanitaire, mais on n'a pas d'argent. Et donc, on ne va pas pouvoir fermer autant les entreprises qu'ailleurs. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus clair parce qu'il n'y a pas eu 400 milliards, contrairement à ce qui a été dit, parce que dans les 400 milliards, le gouvernement additionne les PGE. Ouais. Et les PGE, ils ne sont pas offerts aux entreprises. Il faut faire attention aussi. J'ai dit plus de 100 milliards, je n'ai pas dit plus de 400, j'ai dit plus de 100 milliards. Ah non, moi j'ai dit 400 milliards par rapport à toute la dette Covid. Attention, parce que après, on additionne des choses qui ne sont pas totalement additionnables. Moi j'ai juste parlé de tout ce qu'on a dépensé pour la crise sanitaire. Le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Évidemment que les entreprises ont pu contracter, qui vont devoir rembourser. Les entreprises vont devoir le rembourser. Oui. Il y a eu, c'est vrai, un peu plus de 50 milliards d'aides aux entreprises l'année dernière, mais dedans, il y a énormément de chômage partiel, il ne faut pas l'oublier, plus de 27 milliards. Et donc, ce qui est préoccupant, c'est que là, dans cette année 2021, on a encore plus de déficit public qu'en 2020. En 2020, on a atteint à peu près 180 milliards de déficit, et là, cette année, on atteint plus de 220 milliards de déficit public. Donc, la question, c'est combien de temps on va durer sur ce rythme-là qui nous demande d'emprunter chaque année plus de 1 milliard d'euros par jour. Parce qu'il y a la nouvelle dette qu'on crée avec la crise sanitaire, mais il y a aussi toute l'ancienne dette qu'on doit rouler, c'est-à-dire elle arrive à échéance et il faut refinancer la dette puisqu'on ne peut pas la rembourser. Donc cette année encore, on emprunte plus de 400 milliards d'euros en 2021. Et en 2022-2023, on va être sur les mêmes niveaux à peu près. On va être autour de 300 milliards d'emprunts. Donc, quand Benjamin Hamar dit ils ont trouvé de l'argent, non, ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils empruntent de l'argent. Et cet argent, on va devoir le rembourser. Alors, même si on ne le rembourse pas vraiment, on le fait rouler, ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent sur les marchés. Ça veut dire qu'il faut conserver la signature de la France à un niveau de crédibilité important. Donc, contrairement à ce que dit M. Hamar, oui, il va falloir faire des réformes. Il y a des pays encore bien plus endettés que la France. Alors, vous le savez j'aimerais qu'on accueille Sylvie qui nous appelle du Tarn. Je vous coupe, Agnès Verdier-Molinier. Sylvie attend depuis quelques minutes. On va l'écouter au 0826 300 300. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir les vraies voix. Bienvenue dans les vraies voix, ma chère Sylvie. On vous écoute. Alors moi, en fait, je rejoins un petit peu ce que disait Ala Wakili et M. Hamar, parce qu'effectivement, le gouvernement a trouvé de l'argent, il a distribué. Il a fait le petit magicien, il a bien distribué, etc. Beaucoup d'entreprises sont reparties, ont pu continuer à travailler, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur le maire dit, l'économie, elle repart. Oui, l'économie, elle repart. Seulement là, tous les salariés ne sont pas rentrés de congé ni quoi que ce soit. Avec le pass sanitaire, on va voir si, quand les salariés vont reprendre le travail, il va y avoir autant, l'économie va repartir autant. Ce qui me surprendrait, parce que beaucoup ne seront pas vaccinés, beaucoup ne voudront pas montrer le pass sanitaire. Il va se passer quoi? On va les mettre à la porte. Ok, il n'y a pas de souci. Et l'économie, c'est comme ça qu'elle reprendra. Ben non, l'économie, là, elle va s'effondrer. Le taux de chômage va grimper.
Alors effectivement, on va voir où en est la vaccination des Français d'ici 3 semaines, un mois, mais elle a raison. Si jamais les Français ne se vaccinent pas, il y aura une baisse de fréquentation dans les commerces, les restaurants. Benjamin Amar. Alors 3 remarques. Est-ce qu'on peut le craindre, ça? Alors bien évidemment qu'on peut le craindre, mais juste 3 points. Premier point, je l'ai dit, il y a des pays qui sont plus endettés que la France. Madame Verdier-Molinier, elle aime beaucoup les comparatifs. Le Japon, par exemple, qui est une puissance économique majeure et extrêmement endetté. La deuxième chose, il y a une dette dont Madame Verdier-Molinier parle beaucoup moins que la dette publique, c'est la dette privée. Et en France, elle atteint des sommets astronomiques. Et le troisième point, parce qu'il faut, quand on est en train de parler là de la question de l'état de la richesse, de l'économie, etc. On aurait tort quand même d'oublier un peu un aspect économique assez majeur, qui est celui du CAC 40. Et la bourse, comment elle va? Eh ben, écoutez, elle atteint des niveaux historiques depuis 20 piges, hein, et avec un niveau d'ailleurs, c'est la curée, avec un niveau de rémunération des patrons qui atteint là aussi des sommets incroyables, plus 40% pour les patrons du CAC, avec une rémunération moyenne de 5,3 millions. Bon, bah écoutez, et ça, on en parle à quel moment? Donc moi, je veux bien, je sens arriver le cœur des Vestales outragés, et derrière ce qui va arriver, l'étape d'appel, c'est comme dans les mauvaises séries. Vous mettez un peu sur la table la taxe Covid pour les grands patrons, un petit peu là, ce que vous êtes en train de faire. On peut mettre pas mal de choses sur la table. Je veux dire juste une chose, l'étage qui va arriver après, l'étape d'après, qui va être la culpabilisation des travailleurs, pour essayer effectivement de leur faire encaisser des régressions. Je le dis d'emblée aux libéraux, préparez la transpiration parce qu'il va y avoir du sport. Ouais. Allez, j'aimerais poser 2 petites questions à Aurore Boyard et à Agnès Verdier-Molinier, parce qu'on n'a plus du tout le temps. Agnès Verdier-Molinier, et je vais poser la même question à Aurore Boyard. Comment vous prévoyez, non, comment vous imaginez cette rentrée, cet automne plutôt, Agnès Verdier-Molinier, économiquement parlant? Est-ce que des temps durs nous attendent? J'espère qu'on va avoir enfin le plan de désendettement dont nous avons besoin, parce que contrairement à Benjamin Amar, je pense que c'est maintenant qu'il faut lancer les réformes. Pourquoi? Parce que sinon, on a un gros risque à un moment, pas tout de suite, il faut le reconnaître, mais plutôt vers 2023, quand la BCE arrêtera de racheter massivement des dettes publiques, eh bien, on a un gros risque d'avoir un taux sur la dette, le taux sur la dette française qui augmente, et la charge de la dette qui augmente de manière très, très importante. Si on se retrouve à 4% sur la dette française, c'est 80 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2 la charge de la dette annuelle et on aura beaucoup de difficultés pour payer. Donc, je suis préoccupée parce que si on n'a pas ce plan de désendettement assez rapidement, on va se retrouver dans une situation où il faudra prendre des décisions face au mur de la dette. Ouais. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué. Et Monsieur Amar, qui a l'air de ne pas être inquiet du tout sur les finances publiques, moi... Monsieur Amar, il anticipe surtout votre discours. C'est ce qu'il vient de dire. Vous me donnez raison, Madame Verdier-Molinier. Il devrait se pencher c'est ce que j'avais dit. La chanson arrive. Non, il devrait se pencher vraiment. Merci. Et si vous voulez qu'on ait du mal à payer les agents publics, à payer les pensions, il faut surtout... il va falloir payer pour le pognon qu'on a donné aux patrons. Merci, donc, merci à vous. La réforme des retraites, il va falloir la faire, la décentralisation, la baisse de la dépense publique. Et si vous pensez le travail à 45 heures. 45 heures de durée hebdomadaire. Si vous pensez que l'impôt vite, Agnès Verdier-Molinier. En France, vous vous trompez parce qu'on est déjà au maximum du maximum. Et merci Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP. Restez avec nous, on vient dans quelques minutes. On va revenir sur ces explosions à Kaboul, à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. Claude Moniquet sera avec nous, expert en contre-terrorisme. Qui peut avoir commis l'attentat de Kaboul? Les talibans, Al-Qaïda, Daesh? Les réponses avec Claude Moniquet dans un instant. À tout de suite.